l'exposé bien sûr, mais j'ai quand même des questions mais que je garderai pour le débat. Et je passe directement à notre deuxième intervenant, M. Hicham Belhaj, qui vient de Fès. C'est un enseignant-chercheur à la faculté des lettres de Dar el-Mahrez, Université Sidi Mohamed Ben Abdallah. Il est spécialisé dans les littératures et les arts comparés. Monsieur Hicham Belhaj a à son actif plusieurs publications relevant des littératures générales et comparées, de l'esthétique et de la philosophie de l'art, de la critique et de l'histoire de l'art également. Monsieur Belhaj est responsable de la revue Complexus. C'est une revue interdisciplinaire en littérature, critique et histoire de l'art. Aujourd'hui, il est avec nous pour présenter une communication intitulée « L'art contemporain qu'académique, la scatologie comme champ d'expression légitime ». Ça promet comme titre. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous invite à me suivre. Voilà, dans un nouveau périple. Ça va être un périple scabre et vil. Donc avant de commencer ma communication, je souhaite partager une confidence avec vous. Personnellement, j'ai une forte aversion envers tout ce qui est scatologique. Cependant, j'ai décidé de mettre à côté mes préférences, de mettre à côté ma nature. Et je vais vous parler quand même de la scatologie dans l'art. Pourquoi? Parce que ce dont je vais discuter aujourd'hui concerne des œuvres d'art. Des œuvres d'art qui sont à la fois captivantes et d'une grande beauté. Donc, je vous invite donc à surmonter vous aussi vos éventuelles réserves vis-à-vis du contenu de ma communication et à vous laisser emporter par cette expérience enrichissante que nous allons vivre ensemble. Une expérience, je répète, avec les œuvres d'art. Alors l'art a toujours abordé des sujets controversés. Il a même été parfois provocateur, offensant, voire scandaleux. Si l'apparition de l'art contemporain a toujours été accompagnée de scandales, l'art contemporain, quant à lui, ne fait pas exception. De la performance à la sculpture, en passant par la peinture, les artistes contemporains ont fréquemment employé des techniques provocantes ou abordé des sujets controversés dans le but de susciter la surprise de leur public, car ils ont toujours inclus des éléments choquants et inattendus, comme les performances, les installations ou les sculptures qui utilisent le corps humain. Certains artistes ont même utilisé des matières organiques telles que le sang, les os, les cheveux, les urines et même les excréments dans leurs œuvres. Notre communication tentera d'examiner, de réexaminer et d'interroger l'utilisation des matières fécales dans l'histoire de l'art contemporain en essayant de répondre à la question pourquoi certains artistes contemporains, à travers l'introduction de la scatologie, s'obstinent-ils à vouloir fuir le spectateur? Autrement dit, la question est de savoir s'il s'agit de leur propre intention ou non. Notre postulat de départ consiste à affirmer que la notion de scatologie n'est pas une simple caricature et encore moins une provocation, c'est une métaphore pour interroger une vision du monde. Je vais donc subdiviser ma communication en trois volets. Le premier volet, je vais le consacrer à l'historique des représentations scatologiques dans l'art. Je parlerai ensuite des œuvres d'art scatologiques et je finirai par parler
de la représentation de la scatologie dans l'art contemporain. Alors, au sens étymologique du terme, la scatologie désigne un discours. Il y a scatos et logos. Donc, c'est un discours, c'est un logos, en l'occurrence un logos pictural, sur le scatos, sur les excréments. Dans la langue du XVIIe siècle, l'excrément désigne, je cite, tout ce qui sort du corps des animaux lorsqu'ils ont fait leur digestion, soit d'une part l'urine et la matière fécale, désignées toutes deux ou seulement la dernière, selon qu'on se réfère au dictionnaire de Furetière, dictionnaire universel, ou au dictionnaire de l'Académie française, par les mots de gros excréments et d'autre part les autres résidus corporels. Alors le dictionnaire Le Robert définit le mot scatologie comme suit. C'est un écrit ou un propos grossier où il est question d'excréments. Alors le sens que nous accordons au mot scatologie dans cette communication est la scatologie, ce qui se réfère à l'étude des excréments ou à l'utilisation de matière fécale comme sujet ou élément artistique. L'utilisation de représentations scatologiques ne date pas d'aujourd'hui. Ça remonte à l'Antiquité, où elles étaient présentes dans diverses cultures à travers le monde. Par exemple, dans l'Égypte ancienne, des peintures murales et des sculptures dépeignaient parfois des scènes de défécation. Ces représentations étaient souvent associées à des rituels de fertilité et à des croyances liées à la régénération de la vie. De même, dans la Grèce antique, des céramiques, funéraires arboraient, ces céramiques avaient le nom de lécites, arboraient des scènes scatologiques. Ces objets étaient utilisés lors des rites funéraires et étaient censés protéger les morts et faciliter leur passage dans le-delà. En ce qui concerne l'art classique, de Kant à Hegel, l'esthétique allemande des XVIIIe et XIXe siècles nous a appris à voir dans la peinture hollandaise un art qui transforme le laid en un bel objet. L'art, c'était bien évidemment l'embellissement de la laideur. La même esthétique oppose cet art de la belle représentation à l'art italien défini comme l'imitation exclusive d'une belle nature, nature choisie ou nature idéale. Cela dit, traiter de la scatologie dans l'histoire de l'art est une mission qui mérite d'être entreprise, quoique difficile et pleine d'embûches. Alors le premier problème rencontré pour celui qui veut travailler sur la scatologie dans l'histoire de l'art, c'est celui des peintres, les peintres qui abordent les thèmes scatologiques. Ces peintres se censurent et ne représentent pas l'objet même de leur souci, en l'occurrence la matière fécale. Les seuls résidus du corps qu'ils peignent sont les moins matériels. Par exemple, le souffle, lorsqu'une fumée en livre la trace, l'urine, jet liquide qui ne peut susciter qu'un dégoût modéré. Donc, pour aborder la scatologie dans l'histoire de l'art, qui est d'ailleurs un très bon sujet de thèse pour les étudiants du master, il ne suffit pas de se baser sur les récits dominants, c'est-à-dire les récits de l'histoire de l'art conventionnelle, l'histoire de l'art officielle, institutionnalisée. Pourquoi ? Parce que les récits de l'histoire de l'art conventionnelle sont souvent basés sur des artistes, des mouvements et des œuvres largement reconnus et acceptés dans le canon de l'art et influencés par des facteurs tels que les goûts et les préférences des experts, les mouvements artistiques dominants, les institutions culturelles et les forces politiques et économiques.
Donc, pour travailler sur l'eschatologie, il est aussi et surtout nécessaire d'étudier les récits alternatifs, c'est-à-dire les récits de la contre-histoire. Il y a l'histoire de l'art et il y a la contre-histoire de l'art. La contre-histoire de l'art remet en question les récits dominants et cherche à inclure des voix, des pratiques et des artistes souvent marginalisés ou exclus de l'histoire de l'art conventionnelle. À notre connaissance, du point de vue de l'histoire de l'art conventionnelle, et par rapport à la représentation de l'excrément, rien en fait n'apparaît jamais dans aucun tableau. Autant les artistes n'ont pas de grandes hésitations à représenter des enfants ou même des adultes urinant, autant ils s'abstiennent de peindre des étrons. En ce qui concerne la représentation de l'urine, bien évidemment, il y a beaucoup d'œuvres plastiques qui montrent en fait des personnages en train de pisser. Alors là, il s'agit de deux eaux fortes de Rembrandt. Alors, l'eau forte, je répète, c'est un procédé de gravure qui consiste bien évidemment à graver sur une plaque métallique une image à l'aide d'une substance chimique. Alors là, c'est une eau forte de Rembrandt qui s'intitule « La femme qui pisse ». Il y a une autre eau forte de Rembrandt également qui s'intitule « L'homme qui pisse », 1631. Voilà. Alors, la question qui se pose et qui s'impose. Alors, il y a d'autres œuvres, bien évidemment, comme par exemple cette œuvre de Rembrandt qui s'intitule « Rapt de Ganymède ». C'est une huile sur toile. Donc, c'est l'enlèvement du personnage de la mythologie grecque. Bien évidemment, l'épisode est raconté par Ovide dans les Métamorphoses. C'était un berger qui était très beau physiquement, et Zeus, le dieu des dieux et du monde, va tomber, bien évidemment, il va tomber amoureux de ce berger et il va se métamorphoser en aigle et vont l'enlever. Alors, cet épisode est très important. Il parle, bien évidemment, des penchants homosexuels des rois, des dieux et du monde de Zeus. Alors là, sur cette peinture, on voit le personnage Ganymède qui est terrorisé, qui pleure et qui n'arrive pas à retenir son urine. Alors la question qui se pose et qui s'impose par rapport à la présence de l'urine et par rapport à l'absence de l'excrément, c'est comment les peintres vont-ils compenser l'absence de l'excrément dans leurs œuvres? Bien évidemment, ils vont compenser cette absence par le biais de la métonymie. Je m'explique. Alors, ils vont bien évidemment emprunter deux voies. La première voie, ils vont donc montrer le derrière, c'est la mise à nu du derrière. Le derrière est bien sûr, il est souvent essuyé. Le bénéficiaire en est souvent un enfant. C'est toujours un enfant que sa maman, bien évidemment, il lui nettoie le derrière, comme on peut le voir sur ce tableau de Jacob Jordan, qui s'intitule « Le roi boit » ou « Repas de famille le jour de la fête des rois ». Donc voilà donc la première alternative à laquelle recourent les peintres, bien évidemment, pour compenser l'absence de l'excrément de leurs œuvres. Alors il y a un autre tableau de peinture, c'est un tableau de Gérard Doux qui s'intitule « Le charlatan ». C'est une peinture à l'huile sur bois. Alors, sur cette scène, on voit une femme qui est en train de nettoyer le derrière de son enfant. Je vais donc faire un zoom sur cette scène pour que vous puissiez voir le détail. Alors voilà. C'est une maman qui est en train de nettoyer le derrière de son enfant. Donc ça, je répète,
C'est un des moyens empruntés par les peintres pour éviter de représenter l'excrément sur leur tableau de peinture. Donc, le deuxième moyen, c'est quoi? Le deuxième moyen, c'est bien évidemment le pot de chambre sur des tableaux de peinture. Pour éviter de montrer l'excrément, on montre le pot de chambre. Bien évidemment, le pot de chambre, c'est l'ancêtre des toilettes actuelles. C'est le vase de nuit. Bien sûr, elle était destinée à recueillir les déjections humaines la nuit, afin d'éviter de sortir de la chambre. Voilà sur cette peinture de Jacob Jordan, deuxième moitié du XVIIe siècle. Alors on voit ici le pot de chambre. Il y a d'autres peintures qui montrent le pot de chambre. C'est cette peinture, cette illustration d'un lit médiéval, bien évidemment, qui illustre un livre qui s'intitule Taquinum Sanitatis. Alors on voit le pot de chambre rangé sous le lit. C'était bien évidemment, comme je l'ai déjà dit, une alternative pour bien évidemment éviter de représenter l'excrément sur la peinture. Alors j'en arrive maintenant à la deuxième partie de ma communication. Je l'ai intitulée la réparographie. La réparographie. Donc, comme il y a beaucoup de territoires méconnus et inconnus de l'histoire de l'art, c'est ce que la contre-histoire de l'art tente de faire découvrir en cherchant à réévaluer et à reconstruire l'histoire de l'art en incluant des perspectives et des voix des artistes, des mouvements, des pratiques qui ont été historiquement exclus. Il y a toute une panoplie d'œuvres que l'on peut classer dans la catégorie des peintures à chier, lesquelles, bien évidemment, ne figurent pas dans l'histoire de l'art officielle. Ces peintures est la représentation des aliments, de leur digestion et des suites que cela induit. À l'âge classique, les élites européennes, tout en établissant les normes de bienséance, ne se désintéressaient pas des représentations suggestives des fonctions corporelles les plus basiques, ce qui est étonnant, telles que la miction, l'action d'uriner, la défécation, l'action, c'est l'expulsion des matières fécales, l'éjaculation et bien entendu la lactation. Alors, ce terme, en l'occurrence la réparographie, c'est un terme qui a été inventé par Pline l'Ancien dans l'Antiquité. Bien sûr, ce terme figure dans une encyclopédie de Pline l'Ancien qui s'intitule « L'histoire naturelle ». Il figure plus précisément dans le livre 30 traitant de la peinture et des couleurs, dans une classification des genres. Alors le livre il est disponible sur Internet, vous pouvez le télécharger gratuitement et librement. Alors Pline l'Ancien, qu'est-ce qu'il fait dans le livre 30 de son histoire naturelle? Il procède à une sorte de classification des genres, et à propos des genres mineurs, il fait la distinction entre ce qu'il appelle, lui, la peinture de petites choses, de choses insignifiantes. Alors pour Pline l'Ancien, ça s'appelle, les peintres qui sont spécialisés dans la peinture de choses insignifiantes s'appellent les rhopographes. R-H-O-P-O-G-R-A-P-H-E. Les rhopographes. Par la suite, Pline l'Ancien glisse vers la peinture des déchets, des détritus, des choses abjectes, et il parle de peintres réparographes. Donc les peintres réparographes sont littéralement les peintres de saleté. Ce sont les peintres d'objets vils. Bien sûr, lui, il donne l'exemple d'un peintre réparographe, d'un peintre de saleté très célèbre à l'époque, qui s'appelle Péraïkos. Alors je vais citer un petit passage de ce livre de Pline l'Ancien. Il parle de Péraïkos et il dit ceci. Péraïkos, inférieur à peu de peintres pour l'habileté, se bornant à des sujets bas,
il a cependant dans cette bassesse obtenu la plus grande gloire. Ces tableaux font un plaisir infini et ils se sont vendus plus cher que de très grands morceaux de beaucoup d'autres. Fin de citation. Alors la réparographie, bien évidemment, s'oppose à la mégalographie. Réparographie, c'est la peinture de saleté. Il s'oppose à la mégalographie, qui veut dire la peinture, bien évidemment, de choses élevées, de sujets élevés, de choses nobles. D'accord ? Alors, Pline l'Ancien, dans le passage que je viens de lire, souligne un paradoxe. Un paradoxe qui concerne bien évidemment le fait que les tableaux qui représentent des objets bas, qu'on ne regardait pas dans la réalité, mais qui sont traités avec un tel raffinement et une telle grandeur que cela a pu valoir aux peintres réparographes d'atteindre le sommet de la célébrité. La représentation iconographique scatologique a été réprimée par l'histoire de l'art au XIXe et XXe siècle, reléguant l'iconographie scabreuse aux réserves muséales. Et nous avons complètement oublié les pratiques iconophages. Il y a beaucoup de choses, finalement, qui sont occultées de l'histoire de l'art conventionnelle. Il y a la scatologie, c'est l'objet de mon exposé, et il y a également des pratiques iconophages. Ça veut dire quoi les pratiques iconophages ? Ce sont des pratiques, bien évidemment, qui existent depuis l'Antiquité et qui consistent, et qui continuent jusqu'à aujourd'hui, et qui consistent à boire l'eau d'une sculpture, gratter et manger un tableau. On considère, bien évidemment, qu'en mangeant cette image, en la prenant en soi, une part de ce pouvoir peut être captée. Donc voilà. Alors, en ce qui concerne la peinture réparographique, alors il y a un peintre, il y a un tableau, bien sûr, d'un peintre inconnu. Alors le tableau s'intitule, c'est une eau forte, s'intitule Le peintre chiant sur sa palette. Alors le peintre, il est inconnu, c'est finalement une eau forte de la deuxième moitié du XVIIe siècle. Alors il y a également le chieur de Saint-Martial, celui-là. Le chieur de Saint-Martial, c'est bien évidemment, c'est une sculpture qui se trouve bien évidemment à l'extérieur sur la façade de l'église Saint-Martial, une église érigée entre le XIIe et le XVIe siècle à Châteauroux. On voit donc un personnage, voilà, on voit un personnage pointant son fessier sur les passants. Voilà. Alors, à la même époque, on trouve de semblables représentations scatologiques dans l'art flamand. Alors, il y a par exemple ce tableau de Pieter Bruegel, c'est un peintre flamand du XVIe siècle. Alors, le tableau s'intitule « Jeux d'enfants ». Alors, Jeux d'enfants, c'est une scène très animée qui représente un groupe d'enfants jouant à divers jeux et activités dans un village. Alors, le tableau est plein de détails et de petites histoires. Ce sont des histoires qui se déroulent simultanément. Par exemple, au premier plan, on peut voir des enfants qui jouent à la corde, à sauter, à la marelle, à la toupie. Et on voit également une fille là. Alors je vais faire un zoom pour que vous puissiez voir finalement ce dont je parle. Alors ici, c'est une fille qui est en train de remuer avec un bâton un paquet d'excréments. Alors il y a un autre tableau, un tableau du même peintre, de Bruegel, voilà. Il y a ça s'écrit de deux manières, voilà. C'est son fils, voilà. L'ancien et le jeune. Alors, ce tableau s'intitule Les proverbes flamands. Les proverbes flamands. Alors, il s'agit d'une composition complexe et détaillée qui représente
plus de 100 proverbes populaires de l'époque. Donc sur ce tableau, chaque personnage, chaque scène traduit visuellement un proverbe flamand. Par exemple, nous avons ici une femme, un homme qui se fait arracher les cheveux par une femme. Ça traduit le proverbe se faire arracher les cheveux. Il y a également un homme qui bat ici, qui bat bien évidemment la tête contre un mur. Ça illustre visuellement le proverbe, voilà, se cogner la tête contre un mur, se cogner la tête contre un mur. Et bien évidemment, sur cette même peinture, il y a, voilà, un petit détail ici. Je vais faire le zoom. Alors, il y a deux personnages aux fesses nues dans des latrines surplombant une rivière. Ici, deux personnages. Alors, j'en arrive maintenant à l'art contemporain. Les artistes et les œuvres emblématiques de l'art contemporain scatologique. Il me reste combien, Monsieur le Président? Maximum 6 minutes. D'accord. Alors, plusieurs artistes contemporains ont emprunté la voie de la scatologie pour explorer de manière audacieuse et controversée les thèmes du corps, de l'intimité et de la transgression sociale. Bien évidemment, je vais passer directement aux œuvres sur lesquelles j'ai travaillé. La première œuvre, c'est Merda d'Artista, c'est Merde d'artiste de Piero Manzoni. Bien sûr, c'est l'un des pionniers de l'art scatologique. Alors, Merda d'Artista ou Merde d'artiste, c'est l'œuvre, comment dire, la plus célèbre de cet artiste. Ça consiste en quoi cette œuvre? Ça consiste en ceci. C'est une série de boîtes remplies des propres excréments de l'artiste. Alors qu'il a ensuite scellé, étiqueté et signé. Donc ça date de 1961. Alors ils sont signés et numérotés. Par exemple, ça c'est la série 74. 74, il est signé, Merda d'Artista. Et il y a bien évidemment une étiquette en français, en anglais, en allemand et en italien. Contenu né, 30 grammes, conservé au naturel, produite et mise en boîte au mois de mai 1961. Voilà. Donc les collectionneurs qui ont été les premiers propriétaires de ces boîtes, des boîtes de Manzoni, en les achetant sur le marché primaire, c'est-à-dire directement à la galerie, où ils ont été exposés pour la première fois, ont payé un prix qui a été établi selon l'orientation de l'artiste à l'époque, en rapport avec le prix de l'or. Alors 1 gramme de la merde d'artiste devait coûter le même prix qu'1 gramme d'or. Donc on dit, alors je vais parler un petit peu du contexte qui a donné naissance, qui aurait probablement donné naissance à cette œuvre. Bien évidemment, c'est le père de Manzoni, qui était propriétaire d'une usine de boîtes. Bien évidemment, c'est Manzoni, l'artiste, qui a entendu son père, qui était propriétaire d'une usine de boîtes, que son travail était de la merde. Donc cette anecdote souligne la complexité de la représentation de la merde. Donc la signification de cette œuvre a suscité de nombreux débats depuis sa création. Manzoni remettait en question les notions traditionnelles d'art, de valeur et d'authenticité. En présentant les excréments de l'artiste comme une œuvre d'art, il remettait en question les critères esthétiques et l'idée de ce qui peut être considéré comme de l'art. Merda d'Artista était également une critique du marché de l'art contemporain et de la commercialisation de l'art. Manzoni voulait démontrer que le marché de l'art repose souvent sur des valeurs arbitraires et que l'aura d'un artiste peut suffire à transformer une chose banale en une précieuse œuvre d'art. Alors cette œuvre de Manzoni, Merda d'Artista, bien évidemment, il va être réinvesti par un autre artiste. C'était 28 ans après. En 1989, un artiste français qui s'appelle Bernard Basile,
il va entreprendre une ouverture publique d'une boîte de Manzoni lors d'une performance dont l'œuvre s'intitule Boîte ouverte de Piero Manzoni. Voilà donc la performance de Bernard Basile. Il a donc ouvert une boîte de Manzoni. À la demande de l'artiste français, son galériste, Roger Payas, acheta la boîte afin de permettre à l'artiste Basile de réaliser une performance. En l'occurrence, ouvrir en public la fameuse boîte. L'intention de l'artiste n'était pas de profaner cette œuvre, cette icône, mais plutôt de la réinvestir et de réengager le dialogue. Cependant, aucun mystère ne fut résolu. Pourquoi? Tout simplement parce que la boîte de Manzoni contenait c'était une boîte gigonnière. C'est comme les poupées russes. À l'intérieur d'une poupée, il y a une poupée. À l'intérieur de cette poupée, il y a une poupée. Donc c'est le principe de la gigonité. Donc il y a une poupée qui s'appelle en italien scatolina en italien. Voilà. Alors il y a d'autres œuvres, bien évidemment. Je crois que je n'aurai pas le temps d'en parler. Peut-être j'aurai l'occasion de revenir sur ça avec plus de détails dans l'article, parce que je crois qu'il y a une version publiable de ce colloque. Alors voilà l'œuvre. Je vais juste me contenter de les présenter sans commentaire. Donc c'est Wim Delvoye Cloaca, Paul McCarthy Complex Pile. Alors c'est le but de la Vénus de Milo, bien sûr en crotte de panda, créé en 2010. C'est Andrés Serrano Peace Christ. Voilà. C'est l'autoportrait d'Andrés Serrano. C'est les propres écréments de l'artiste. Voilà. Je vous remercie de votre attention. C'est scandaleux. Merci. Oui. Je vous en prie. Merci, c'est Hicham, oui, pour cet exposé intéressant, oui, bien sûr, et plaisant, pourquoi pas, même scandaleux. On est un peu choqué, oui, mais lorsqu'on voit que tout est utilisable en art, on se demande jusqu'où va le scandale. Qu'est-ce qui fait scandale, qu'est-ce qui ne le fait pas? Comme vous l'avez dit ce matin, est-ce que la transgression fait ou ne fait pas scandale? Est-ce qu'on ferait de l'art si on gardait toujours, si on insistait toujours à marcher dans les sentiers battus? Qu'est-ce qui fait l'art?